Tout d'abord, un grand merci au comité d'organisation qui m'ont invité gentiment. Moi, un psychanalyste ordinaire, un peu excentrique quand même par rapport à la confrérie des palliativeurs. Je ne sais pas si on peut dire ça. Voilà, bon. Comment on les appelle? Ah, les palliatologues, ça fait savant, c'est bien ça. Les palliatologues, voilà, bon, d'accord. Alors Jérôme Alré qui m'a transmis la demande de l'équipe d'intervenir, m'a glissé dans l'oreille qu'il fallait faire quelque chose d'assez simple. Mais c'est très compliqué de faire simple finalement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin je vais essayer, quoi. Moi je travaille un petit peu comme les menuisiers, vous voyez, dans le fil du bois, parce que sinon vous faites éclater le bois, quoi. Donc dans le fil des mots, parce que c'est ça dont on dispose pour essayer de produire de la pensée. Et puis en relisant ce texte, je me suis aperçu de quelque chose que j'ai entendu depuis ce matin. C'est que ce travail autour d'un truc un peu ouf, quoi, comme c'est intitulé dans la journée, finalement c'est un réseau de solidarité. C'est ce qui m'est apparu à la fois en relisant mon texte, j'ai aperçu que ce fil se dégageait, et puis depuis ce matin, je vois qu'il y a comme ça une espèce de réseau qui se crée. Voilà, c'est sur ce fond-là que je vais essayer d'avancer un petit peu. Je commencerai en disant que la mort a mauvaise presse. Léo Ferré, en son temps, nous en a avertis. Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit. Et tout à la fin de la chanson, c'est la dernière phrase, je pense qu'elle est intéressante pour le colloque d'aujourd'hui. Il a ces mots. Mais qu'advient-il de ceux qui vont à sa rencontre? Que c'est un peu ça votre problème, d'aller à la rencontre. Oui, qu'advient-il de ces médecins, soignants, accompagnants, compagnons de route des derniers pas sur leur chemin de vie, veilleurs des derniers souffles, qui vont à la rencontre de cette énigme chez leurs concitoyens en fin de vie? Comme dit l'autre, vaut mieux mourir de son vivant. Se tenir au plus près de ce mystère étrange dont Freud nous assure qu'avec le sexe, il fait un trou réel dans le savoir des hommes, ne laisse pas indifférent. Je pense qu'on l'a entendu depuis ce matin. Être confronté à cette ultime passe pour des professionnels, soit en présence directe auprès des malades et des familles, soit en seconde ligne aux côtés d'autres soignants, met à mal ceux qui s'y aventurent. Mais en même temps, paradoxalement, savoir que ça finira un jour peut nous rassurer. La mort est du domaine de la foi. L'ange Jacques Lacan à l'Université catholique de Louvain, le 13 octobre 1972, devant un amphi comble, comme celui-ci d'ailleurs. Vous avez bien raison, poursuit-il, de croire que vous allez mourir. Bien sûr, ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Et si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Même Freud y va de son couplet. On sait comment ça finira, disait-il, au cimetière central. Bon, cet acte de foi accordé au fait que ça finira peut donc soit nous plonger dans les affres de l'angoisse, soit finalement peut-être nous rassurer ou donner un certain sens, une certaine direction, une orientation à la vie. Ma grand-mère maternelle m'a transmis un enseignement sur la mort qui me reste en mémoire et qui m'est viatique sur mon chemin de vie. J'aimerais ici vous en faire profiter. Cette paysanne qui n'avait jamais quitté les alentours de son village de Saint-Brieuc-des-Ifs, c'est un petit village au nord de Rennes, déboula un beau jour à l'improviste chez mes parents. Elle avait marché à pied pendant 40 kilomètres. Je revois encore ma mère ouvrant la porte où la grand-mère tambourinait, ignorant l'usage de la sonnette. Elle faillit tomber à la renverse. J'étais juste derrière elle. Et j'entendis la grand-mère, d'une voix forte, lui lancer « Ma fille, je viens mourir chez vous. »
Elle n'était pas malade, mais peut-être, à la façon des vieux éléphants, savait-elle d'un savoir intime que son heure était proche et elle voulait mourir entourée de sa famille. Cela dura 3 mois. Nous étions tristes. C'est un peu déboussolant pour de jeunes enfants. J'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça, et mes frères et sœurs étaient encore plus jeunes, qui n'avaient guère eu l'occasion de rencontrer la mort qu'à travers la mort d'un chat ou d'un oiseau dans le jardin. C'est un peu déboussolant de se retrouver devant ce qui n'a que peu de représentation. Mais la représentation, la grand-mère nous en a donné. Plus jeune, c'était une chanteuse appréciée que l'on venait chercher pour les mariages ou les fêtes dans les villages. Juchée sur un tonneau, elle poussait la romance en breton ou en gallo, pline, jabadao, ce que les curés avaient appelé la danse du diable d'ailleurs, jabadao, la gavotte des montagnes, ou parfois, à la veillée, elle laissait filer ces étranges mélopées mélancoliques que l'on nomme guerz. Et quand à bout de souffle, elle ne put plus chanter, du fond de son lit, que nous avions installé dans la salle à manger, elle nous priait « Mettez de la musique sur l'électrophone ». Nous avions un tépaz, peut-être qu'on a connu ça, c'est une antiquité. Nous avions un tépaz sur lequel, à tour de rôle, nous faisions tourner des chansons de Marcel Amont ou des disques classiques comme la Moldao qu'elle aimait tant. Mais ce qu'elle préférait et qui lui dessinait sur le visage un sourire angélique, c'était les polkas. Elle ne pouvait plus bouger, mais elle dansait dans sa tête. Elle s'est éteinte comme ça, sur un dernier mot. La vie est belle. Merci grand-mère. Michel Balin, de son vrai nom Mihaly Bergsman, est un médecin hongrois, un des élèves du psychanalyste Sándor Ferenczi. En 1939, devant la montée du nazisme dans son pays, avec sa femme Alice, ils émigrent en Angleterre, d'abord à Manchester, puis à Londres. Nommé médecin psychiatre consultant à la célèbre Tavistock Clinic entre 1950 et 1961, il met en œuvre avec sa seconde femme, Enid, ce qu'il avait déjà théorisé en 1926 en direction des médecins et des soignants, à savoir des groupes de parole de professionnels à visée de thérapie, mais aussi de formation, dans lesquels on puisse accueillir les émotions et les questionnements en jeu dans la pratique. Destiné d'abord aux médecins généralistes, le travail a pour visée de les aider à penser la relation d'aide avec leurs patients. Ces groupes, dits groupes Balint, se sont ensuite élargis à d'autres professionnels du soin et de la relation. Ils sont un peu l'origine formelle des groupes de supervision. Mon collègue et ami belge Jean-Pierre Lebrun, qui est psychiatre, psychanalyste et superviseur, dans un petit livre passionnant, je pense que quelques-uns d'entre vous ont pu le croiser, qui se présente sous la forme d'un abécédaire, rend compte de cette pratique singulière d'accompagnement durant 5 années d'une équipe en soins palliatifs de seconde ligne, comme on dit. Le titre de son ouvrage, Soins palliatifs, le dernier manteau, nous invite à penser le soutien et l'accompagnement comme un revêtement, un écran, un paravent posé devant le réel de la mort qui nous saisit au vif. L'angoisse, précise-t-il, est toujours là pour ceux qui accompagnent le mourant, de ne pas y arriver, de ne plus savoir y faire, de renoncer. L'angoisse peut pousser à l'illusion de se faire plus fort qu'on ne l'est, de s'y croire. D'aucuns, piqués dans leur hubris thérapeutique, hubris c'est un mot des anciens grecs qu'on peut traduire par démesure. Piqués dans leur hubris thérapeutique, vont s'acharner en mobilisant les technologies de pointe, alors que d'autres pensent qu'il faut surtout humaniser les derniers instants de vie, être là, présent, dans une fraternité discrète à la mesure de laquelle nous sommes toujours inégaux. C'est une citation de Jacques Lacan. La détresse est là, qui taraude les corps et les esprits, la désespérance parfois, l'impuissance souvent gagne, alors qu'il s'agit de se faire à l'impossible. Que serait une bonne mort ? Questionne Lebrun. C'est une mythologie. Elle est vraie si l'on pense que le mourant ne soit pas abandonné à lui-même, aux impasses de son entourage, aux avatars de son traitement, mais cela s'avère faux si l'on juge à l'aune d'un idéal qui finit par gagner les équipes et devient l'objet d'affrontements féroces. Il n'y a pas vraiment de plan de bataille face à l'inéluctable, mais des ajustements permanents, des soins au cas par cas, et pas sans les malades, les familles et leur consentement, sans ignorer non plus les positions de chacun dans l'équipe.
On peut alors voir se déployer une éthique où la parole de chaque sujet, malade ou soignant, est prise au sérieux. Soigner se présente avec éduquer et diriger comme une des 3 tâches que Freud range en 1925 dans la catégorie de l'impossible. En 1937, il précise pourquoi il y a de l'impossible dans l'acte de soin. Parce que, précise-t-il, on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Ça devrait sérieusement nous calmer dans nos prétentions de toute puissance thérapeutique. Mais comme on tombe sur un os, cette toute-puissance imaginaire bascule en son contraire, l'impuissance. Comme on ne peut pas tout, on ne peut plus rien. Or, l'impuissance n'est pas l'impossible. Je dirais qu'à l'impossible, contrairement à ce que veut l'adage, chacun y est tenu. Face à l'impossible, à se faire plus fort que la mort, face à ce qui se présente comme un trou radical dans notre savoir et notre savoir-faire, il n'y a pas de palliatif. On ne peut pallier ce manque qui est la marque de l'humaine condition, mais on peut le couvrir d'un manteau d'humanité, si j'en crois l'origine du mot. Palliare, d'où est issu l'adjectif palliatif, est un verbe latin qui signifie couvrir d'un pallium. Le pallium, c'est à la fois un manteau ou un couvre-lit. Ça n'a rien d'un camouflage, mais il ne s'agit pas non plus d'y aller à découvert, à main nue. La mort devient vivable si l'on sait la couvrir délicatement d'un manteau de parole. Tisser ce manteau de parole consiste non seulement à parler, mais avant tout à se parler, pour faire un bord dans le lien social à ce trou nommé mort qui marque la condition humaine. Alors moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, sous le chapeau de superviseur, en 5e ou 6e ligne? Et encore, je ne sais pas si ça a du sens. En retrait, en tout cas, du champ des opérations, qu'est-ce que je viens faire dans le sillage des souvenirs encore bien vivants de la grand-mère ou de l'effroi qui imprègne encore ma mémoire devant le cadavre rigidifié de mon propre père? Qu'est-ce que je viens faire avec cette équipe mobile en soins palliatifs du CHU de Saint-Éloi? On me dira, c'est peinard, hein, vous les écoutez parler, on vous entend guère, peut-être même que vous rêvassez ou que vous roupillez. À quoi ça sert un superviseur? Aura-t-il une super vision du dessus des événements qui en ferait une espèce de sage surplombant? Détiendrait-il quelques savoirs inédits qui feraient faire l'économie de penser en tâtonnant? Lui suppose-t-on un savoir y faire avec ce qui échappe à notre compréhension, à savoir, comme le dit Lacan, avec toute la gouaille qu'on lui connaissait, que ça finira? Cette supposition d'un savoir attribué au psychanalyste en position de superviseur est une illusion, mais une illusion nécessaire. On se repose sur lui pendant les séances pour y aller, chacun de la construction de son propre savoir, à partir des embrouilles, des embarras, mais aussi des souffrances de la clinique. C'est pour ça que la plupart du temps, il se la boucle, le superviseur, pour laisser advenir chaque participant, partant de ce qui se vit ailleurs, s'impliquer dans l'acte de parler, pour laisser chacun apprivoiser les réponses que cette pratique palliative convoque. Là, pas de consensus. Chacun y est seul, mais pas tout seul à être seul. Seul parmi les autres, comme disait ce brave Winnicott. C'est le principe du travail d'équipe, qui fait collectif à partir de chaque position subjective. C'est bizarre la supervision. Il faut cette illusion attribuée à un autre de savoir à notre place pour élaborer son propre savoir. Dans cette opération, le superviseur occupe une place d'exception, non qu'il se prenne pour quelqu'un d'exceptionnel, vaut mieux pas, mais du fait même de la configuration d'extériorité, je dirais même d'extraterritorialité de sa place. Très souvent, j'y comprends pas grand-chose à ce qu'on me raconte. Mais c'est pas grave. J'ai pas la connaissance de tous les arcanes des rouages hospitaliers, ni le vocabulaire technique des soignants. Mais je demande pas d'explication. Je suis attentif à cette petite musique que produit la parole de chacun. La petite musique, c'est une belle expression qu'emploie Louis-Ferdinand Céline pour définir le style. Et puis, comme une éponge, parfois, j'absorbe les mots, M-A-U-X, qui viennent par les mots, M-O-T-S. Le travail de supervision est avant tout un travail de déplacement. Là où les émotions affectent profondément les soignants dans leur exercice quotidien auprès des malades, des familles,
des collègues, le travail de parole, car c'est un véritable travail. On transfère la charge jusqu'en cet espace qui fait enclave dans l'institution hospitalière. Et chacun, dans le groupe, en prend sa part, qu'il essaye de métaboliser. Seul ce déplacement du vécu, parfois intense, permet de jeter un manteau sur l'indicible. Une histoire juive met en scène ce type de déplacement. David et Sarah sont dans leur lit le soir. La nuit est bien avancée et David, agité, bourlingue. Sa femme se tourne vers lui. « Qu'est-ce que t'as ? Il n'y a pas moyen de dormir, tu fais que gigoter. »« Ah, je suis mal, dit David. J'ai emprunté 500 € à notre voisin d'en face, Mardoché. Je me suis engagé à lui rendre demain matin et je n'ai pas un rond devant moi. »« Attends, dit Sarah, je m'en occupe. » Elle se lève, ouvre la fenêtre et crie « Mardoché, Mardoché !» Il habite juste en face, dans la même ruelle. Mardoché ouvre sa fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a, Sarah ? Le feu ? » « Bon, le feu, quelqu'un est malade. »« Non, répond Sarah, il n'y a rien de grave. Mon mari te doit 500 €. »« Ben oui, dit Mardoché, il me les rend demain matin. »« Ah non, il ne pourra pas te les rendre, il n'a pas un rond devant lui. Allez, bonne nuit. » Et qui ne va pas dormir de la nuit après ? Voilà ce que un vieux psychanalyste qui s'appelait Jean Laplanche appelait le transfert du transfert. Voilà ce qu'accueille le superviseur, en tout cas dans cet espace d'intranquillité. Et il va de temps en temps, lui aussi, presser son éponge chez un autre psy pour faire le ménage. Voilà. Parfois, ce qui vient, c'est du côté des émotions, qui saisit tel ou tel. Parfois aussi, ça prend la couleur des emmerdements quotidiens, des rivalités entre équipes, des lassitudes face à la bureaucratie institutionnelle. Mais j'ai toujours pensé que la fréquentation au quotidien d'humains confrontés à leur fin de vie n'avait rien de banal. Le face-à-face avec la mort se vit dans l'angoisse, la perte, le deuil, l'impuissance. Des questions essentielles sont à vif sur le sens de la vie, la douleur et les douleurs, la souffrance, le destin, les liens familiaux et sociaux, et finalement la condition humaine, pour reprendre le beau titre d'André Malraux. Chacun dans ses métiers d'accompagnement à la fin de vie a affaire à ce que le poète romantique allemand, par ailleurs médecin, Justinus Kerner, désignait comme la grande douleur confuse, la douleur d'être né, de devoir mourir. Pierre Legendre, embrayant sur cet auteur, précise que la fabrique de l'homme occidental est aux prises avec la certitude de tous les temps, que tout converge dans l'expérience de l'humanité vers ce point précaire qui impose à chacun son statut d'individu périssable. Alors peut-être faut-il, en cet Occident trop sûr de lui-même, verser les soins palliatifs au compte de rituels sociaux qui subsistent, malgré l'effacement que leur fait subir la modernité. Le terme de rite et de rituel viennent du latin ritus, signifiant ordre prescrit. Il sera lui-même issu d'une forme de l'indo-européen védique Rta, je ne sais pas comment ça se prononce, Rta ou Arta, évoquant l'ordre du cosmos. L'étymologie nous renseigne donc sur un aspect essentiel des rituels, leur lien avec un certain ordre. Marcel Mauss y voit une des conséquences de la loi de l'échange. Pour Mauss, il y circule non seulement des biens matériels, mais aussi des politesses, des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, des foires dont le marché n'est qu'un des moments et où la circulation des richesses n'est qu'un des termes d'un contrat beaucoup plus général et beaucoup plus permanent. Selon lui, chaque échange est un fait social total, relié à d'autres échanges comparables par la circulation d'objets et de paroles, porteurs d'un élément spirituel que l'on appelle le ho, en suivant l'usage qu'en font les Maoris. Là, je vous renvoie au texte de Marcel Mauss, Essai sur le don, avec une très belle préface de Claude Lévi-Strauss. Personne ne peut garder par-devers lui ce ho qui doit circuler et après un certain temps revenir à son point d'origine. Aussi le ho engendre-t-il pour Mauss une circulation d'objets liant entre eux une série d'échanges. Ce que j'appelais au début un réseau de solidarité. La supervision viendrait donc s'inscrire ainsi
comme rituel de parole dans une série de dispositifs qui relient un ensemble d'événements qui visent avant tout la circulation et l'échange. Cela repose sur une chaîne d'intervenants où chacun a pour fonction de faire circuler ce que les Maoris appellent Ho, qui représente pour eux l'effet porteur d'un élément spirituel, de l'esprit des choses. Autrement dit, l'essence même du lien social. La loi du don que dégage Marcel Mauss veut que A donne à B, qui donne à C, etc. Le don consiste donc, je dis ça parce que souvent il y a une mauvaise interprétation, on parle de don et contre-don, c'est totalement contraire à ce qu'essaye de dégager Mauss. Le don consiste donc à donner, recevoir et faire circuler, car le Ho est animé d'un esprit terrible qui veut revenir tout de suite à sa source pour la détruire. Voilà pourquoi il faut le faire circuler. Pulsion de mort, nous confie Freud. Il faut donc rallonger sans cesse les trajets des échanges pour produire de la vie et du lien social. On peut repérer ce que chacun donne et reçoit dans cette chaîne humaine dont, finalement, le malade n'est qu'un des maillons. Ainsi se pose la question de ce qu'on reçoit de lui, de ce qu'il nous enseigne sur les questions de vie et de mort, et de ce que nous en faisons circuler. Peut-être convainc-il, devant l'inéluctable énigme de la mort, d'entendre ce souffle du haut des Mélanésiens, ce que, dans une conférence tenue à La Havane en 1930, Federico García Lorca désigne sous le nom de duende, en le distinguant de deux autres entités, la muse et l'ange. Il y en a qui connaissent peut-être, si vous ne le connaissez pas, sautez dessus, c'est un tout petit bouquin, mais absolument extraordinaire. Donc je vais vous lire un petit morceau du texte de Lorca. Quand elle voit venir la mort, la muse ferme la porte ou élève une stèle, ou promène une urne et écrit une épitaphe d'une main de cire, puis aussitôt revient arroser son laurier dans un silence qui oscille entre deux brises. Sous l'arc déformé de l'Aude, elle rassemble, avec un goût funèbre, ces mêmes fleurs que peignirent les Italiens du XVe siècle et appelle le coq de Lucrèce, plein d'assurance, pour qu'il effraie les ombres inattendues. Quand il voit venir la mort, l'ange s'envole en cercle lent et tisse avec la glace de ses larmes et quelques narcisses. L'élégie que nous avons vue trembler dans les mains de Keats et dans celles de Herrera et dans celles de Becker et dans celles de Juan Ramón Jiménez. Mais quelle n'est pas la terreur de l'ange s'il aperçoit une araignée, si petite soit-elle, sur son tendre pied rose. En revanche, le duende ne vient pas s'il ne voit pas une place pour la mort, s'il ne sait qu'il doit rôder près de sa demeure, s'il n'a la certitude qu'il devra bercer ces rameaux que nous portons tous, à savoir que nous n'avons pas et n'aurons jamais de réconfort. Et où se tient le duende ? Sous l'arche vide passe une brise mentale qui souffle avec insistance sur les crânes des morts, en quête de nouveaux paysages et d'accents inconnus, une brise qui a l'odeur de la salive d'un enfant, de l'herbe écrasée, du voile d'une méduse qui annonce le baptême sans cesse répété des œuvres qui viennent d'advenir. J'espère, à mon petit niveau, avoir contribué à la bonne circulation du Ho et du duende, qui veille sur les actes de soin, là où l'on prend soin de son prochain, à travers des échanges de paroles qui les soutiennent. Je vous remercie.